Nous allons aujourd'hui faire un rappel sur la régulation de la glycémie. Il est indispensable de connaître les grandes lignes de la glycorégulation pour nous permettre de comprendre le cours qui va venir après, c'est-à-dire le diabète sucré. Alors on va d'abord commencer par définir un certain nombre de concepts qu'on utilise, c'est dans le chapitre définition. Ensuite nous allons parler de la respiration cellulaire, autrement dit l'utilisation du glucose pour produire de l'énergie. On va donc parler de l'oxydation du glucose lui-même et en cas de perturbation dans la disponibilité du glucose, c'est ce qu'on rencontre dans le diabète sucré, nous allons parler de l'apport d'énergie à partir des molécules non glucidiques. Et en troisième chapitre, enfin, nous verrons la régulation de la glycémie après les repas ou en période de jeûne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant un certain nombre de définitions de termes qui sont utilisés? Alors avant cela, je vous rappelle que le glucose est le principal support énergétique. C'est lui qui va être, c'est ce glucose qui va nous permettre de mettre à la disposition du corps l'adénosine triphosphate qui est la source d'énergie principale pour les activités, en particulier le cerveau et les érythrocytes qui dépendent principalement du glucose. La glycémie, la concentration du glucose, est donc un élément important puisque c'est le reflet du métabolisme énergétique. D'une part, la glycémie est fixée par la concentration de ce glucose, dépendant de l'apport alimentaire et de la régulation lui-même de ce glucose, et d'autre part par la synthèse du glucose, que ce soit à partir des molécules glucidiques ou en apport avec des molécules qui ne sont pas glucidiques. Qu'est-ce que la glycémie? Vous savez tous que c'est le reflet du métabolisme des glucides et il y a un système de régulation qui va permettre de maintenir la glycémie autour de chiffres qui sont précis, qui bien sûr vont fluctuer en fonction du jeûne ou de la satiété entre 0,7 g par litre et 1,05 g par litre, ou encore en millimoles entre 3,9 millimoles par litre ou 5,8 millimoles par litre à partir du sang veineux, et ces chiffres vont varier selon vos lectures et selon les méthodes de dosage. En tout cas, la glycémie correspond à un état dynamique d'équilibre qui va bien sûr varier en fonction de l'apport, de l'utilisation de ce glucose et du stockage de ce glucose. La glycolyse, alors au sens strict du terme, dans le temps, il s'agissait de la dégradation anaérobie, en absence d'oxygène, du glucose en lactose. Maintenant, cette notion de glycolyse s'est élargie puisque la dégradation va concerner pratiquement toutes les structures histologiques de l'organisme. En tout cas, elle est plus importante, cette dégradation anaérobie, au niveau des érythrocytes, de la médule rénale et en partie dans le muscle cardiaque et squelettique. Par contre, la dégradation aérobie du glucose, c'est-à-dire en présence d'oxygène, a lieu principalement dans le système nerveux, dans le muscle et dans la plupart des autres organes. Qu'est-ce qu'on entend par glycogénèse? Comme vous le voyez, c'est la synthèse du glycogène,
c'est la formation de glucogène à partir du glucose. Et les lieux de cette glycogénèse, c'est dans le foie et le muscle. Elle réalise cette glycogénèse, le stockage de glucose, et va stabiliser la glycémie lorsque elle augmente, en particulier après les repas. Et ainsi, cette réserve en glucose, qui est le glucogène, peut être stockée dans le muscle que pour les besoins propres à celui-ci, alors qu'au niveau du foie, le glycogène qui y est stocké va être disponible pour divers besoins du corps. La glycogénolyse, c'est l'inverse de la glycogénèse, c'est la dégradation du glycogène en glucose. La gluconéogénèse ou encore néoglucogénèse, elle a lieu dans le foie et le cortex rénal. C'est la synthèse du glucose à partir de substrats non glucidiques, notamment les acides aminés, parmi eux la glutamine par exemple, ou encore la synthèse du glucose à partir du lactate, provenant de la glycolyse anaérobie du muscle et de l'érythrocyte, ou alors la synthèse de glucose à partir du glycérol, provenant de la dégradation des lipides. La lipolyse, c'est la dégradation des lipides avec formation de glycérol et d'acides gras libres, autrement dit, c'est la séparation des lipides dans leurs constituants. Et la lipogénèse, qui est l'inverse, c'est la synthèse des lipides qui sont ensuite stockés dans le tissu adipeux. Les principales fonctions des hormones pancréatiques, et qui sont au nombre de deux principales, c'est-à-dire l'insuline et les glucagons, c'est d'une part pour l'insuline de stocker les aliments ingérés sous forme de glycogène et de graisse, ou alors de mobiliser à niveau les réserves énergétiques pendant le jeûne ou le travail, ou encore en situation de stress. C'est la fonction du glucagon et de l'adrénaline. Et ensuite, de maintenir, à travers ces différentes fonctions régulatrices, la glycémie constante, de maintenir la glycémie dans ses limites normales et de stimuler la croissance. Quelques mots sur l'insuline. Vous savez qu'elle est produite au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans et elle est formée d'un peptide de 6 kg d'actone et qui est constitué de 51 acides aminés. Elle est formée par l'élimination de la chaîne C de la proinsuline qui comporte 84 acides aminés, qui elle-même, cette proinsuline, est scindée à partir d'une pré-proinsuline. En tout cas, il y a deux chaînes peptidiques A et B, bien connues et reliées entre elles par des ponts disulfure. J'insiste sur ces grandes notions de structure normale de l'insuline parce qu'il peut y avoir une anomalie dans la synthèse de l'insuline, dans la structure chimique de l'insuline et qui est une des causes du diabète. La dégradation de cette insuline se fait rapidement en 5 à 8 minutes de demi-vie et elle a principalement lieu, cette dégradation, au niveau du foie et du rein. Un point concernant l'ischémie. L'ischémie va survenir, le manque d'oxygène survient en cas d'activité physique intense et prolongée ou en cas d'atteinte du système cardiovasculaire et ou respiratoire. Dans ce cas-là, la disponibilité de l'oxygène est anormale. Dans ce cas-là, les cellules passent à la respiration anaérobie au lieu d'utiliser la voie aérobie classique et ainsi il va y avoir transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, ce que nous allons voir tout à l'heure dans un schéma. Cet acide lactique est toujours quand même utile pour le métabolisme énergétique puisque lorsqu'il est produit en particulier par les cellules
musculaires, lorsqu'elles sont soumises à une activité intense, cet acide lactique absorbé par le muscle. Soit, à partir de l'acide lactique, il y a sa transformation en acide pyruvique qui va donner de l'ATP, ou alors il va être transformé en glucose et ainsi servir à être accumulé, ce glucose, sous forme de glycogène comme réserve. Il peut, à côté de ce premier mécanisme qui a lieu au niveau du muscle, qui peut être acheminé vers le foie par voie sanguine. Et ainsi, l'acide lactique va se transformer en glucose, qui va lui-même, si les besoins ne se font pas sentir, être transformé en réserve de glucogène. Ou alors, il va retourner dans le sang et être recapté par les cellules. En dehors de ces deux voies, il y a une augmentation de l'acide lactique qui va perdurer, ou alors il va y avoir une insuffisance hépatique qui ne permet pas le recyclage de l'acide lactique. Alors il y a une acidose lactique qui est due à l'accumulation d'acide lactique dans le sang et il va y avoir une diminution de pH, acidification du pH. Je vous rappelle les principales voies rapidement de la respiration cellulaire. Il y a d'abord une respiration anaérobie qui a lieu au niveau du cytoplasme de la cellule, la glycolyse, anaérobie, et ensuite une respiration cellulaire aérobie qui a toute lieu au niveau des mitochondries et que nous allons voir en détail. Alors rapidement, vous allez trouver ce schéma dans tous les livres de physiologie et de biochimie. Je vous rappelle donc les 4 grandes étapes de la respiration cellulaire qui s'appelle encore oxydation du glucose, c'est-à-dire la première étape qui est la glycolyse anaérobie, qui ne nécessite pas la présence d'oxygène, qui a lieu dans le cytoplasme. La deuxième étape, c'est la réaction transitoire, c'est-à-dire celle qui va passer de la phase anaérobie et qui va produire une substance avant qu'elle ne rentre dans le cycle de Krebs. La troisième étape successive, c'est justement ce cycle de Krebs qui a lieu également au niveau des mitochondries, et enfin le transport d'électrons. Alors, le glucose, soit il vient directement par dégradation enzymatique des glucides, soit il provient de la réserve glycogénique. Il se transforme en glucose 6-phosphate. Un élément important, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate, et qui va transformer en acide pyruvique. On a terminé ici la glycolyse anaérobie. Vous voyez qu'il n'y a pas présence de glucose. Alors, s'il y a du glucose, l'acide pyruvique va se lier à ce glucose et va donner une molécule très importante qui s'appelle l'acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A va être le candidat à un processus métabolique qui va se passer au niveau de ce qu'on appelle le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique, et qui va, cet acétylcoenzyme A, se lier à l'acide oxaloacétique, et la quatrième étape va suivre le cycle de Krebs qui est le transport d'électrons. Le résultat, vous l'avez en bas de ligne. Vous remarquez qu'une molécule de glucose, C6H12O6, nécessite, pour être métabolisée en ATP et donner de l'énergie et en autres déchets, la présence de 6 oxygènes, donc la molécule d'oxygène, je répète, la molécule de glucose, C6H12O6, nécessite 6 atomes d'oxygène, plus 36 ou 38 adénosine diphosphate, plus 36 ou 38 phosphate, qui va donner 2 éléments qui vont
être les stigmates du catabolisme du glucose, c'est-à-dire 6 molécules de gaz carbonique, 6 molécules d'eau et le produit en énergie, c'est 36 ou 38 adénosine triphosphate, qui est la devise énergétique de l'organisme. Alors rapidement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas d'oxygène disponible? Alors j'insiste pas sur le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire en passant du glycogène en haut, au milieu de cette planche, jusqu'à la production la production finale, c'est-à-dire le cycle de Krebs. Ici, je m'intéresse à la production d'énergie à partir de molécules non glucidiques. Je vais commencer en haut à gauche par les acides aminés. Lorsque il n'y a pas suffisamment de glucose, donc on ne peut pas utiliser la chaîne de dégradation classique du glucose. À ce moment-là, à partir des acides aminés, on peut, grâce à la désamination qui se fait au niveau du foie, aboutir, via la formation d'ammoniac et d'urée, à la production d'acides cétoniques. Ces acides cétoniques, qui sont les produits du catabolisme des acides aminés, vont pénétrer par l'intermédiaire du glycéraldéhyde 3-phosphate à l'intérieur de la chaîne de production de l'énergie. Donc vous voyez que les acides aminés peuvent très très bien être ensuite transformés en acide cétonique et être générateurs d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si il y a comme source d'énergie les lipides, c'est-à-dire les triglycérides. Alors les triglycérides vont ensuite se transformer d'une part en glycérol et en acide gras. C'est surtout cette partie des triglycérides, c'est-à-dire le glycérol, ce qu'on appelle aussi dans certains bouquins les glycérines, le glycérol qui va rentrer, tout comme les acides cétoniques, qui va rentrer par le carrefour du glycéraldéhyde 3-phosphate et qui va suivre le processus de production d'énergie. Et ce glycérol va donc jouer un rôle important comme source d'énergie de molécules autres que le glucose, mais les acides gras, qui sont l'autre élément des triglycérides, vont, eux, suivre une bêta-oxydation et être transformés en acétyl-coenzyme A, mais cette bêta-oxydation va entraîner l'accumulation de corps cétoniques. Et enfin, l'acide lactique dont on a déjà parlé, eh bien, s'il n'y a pas d'oxygène, l'acide lactique va se transformer à partir de l'acide pyruvique en une substance qui peut être recyclée, nous en avons parlé tout à l'heure, mais malheureusement qui peut s'accumuler s'il y a une insuffisance hépatique ou si les efforts sont très importants, et cette accumulation d'acide lactique va donner, tout comme d'ailleurs les corps cétoniques, va donner une acidose métabolique. C'est ici, très bien. Alors rapidement, je vous signale que si les sources d'énergie peuvent être utilisées indépendamment du glucose pour produire donc de l'ATP, tel que nous avons vu les lactates, nous avons vu les protéines dans la dégradation en acides aminés. Malheureusement pour l'organisme, les graisses qui sont transformées en acides gras
ne peuvent pas synthétiser à partir de l'acétylcoenzyme A du pyruvate, puisque la réaction ne se fait que dans un sens. À partir du glucose, on passe par le pyruvate pour donner de l'acétylcoenzyme A avec présence d'oxygène. Cette voie est possible, mais l'inverse n'est pas possible. Donc on ne peut pas utiliser dans la production de glucose, on ne peut pas utiliser les molécules d'acide gras. Alors rapidement, il y a encore deux schémas dans ce rappel sur la régulation de la glycémie. Alors il y a deux situations. Selon qu'on soit en état de satiété, c'est-à-dire qu'on a mangé, période postprandiale, ou qu'on soit à l'état de jeûne, c'est-à-dire durant les périodes interdigestives. Lorsqu'on a mangé, période postprandiale, évidemment, la dégradation du glucose alimentaire, va entraîner l'augmentation de la glycémie. Cette glycémie va être ressentie par le pancréas, qui va automatiquement, on le verra plus tard, on verra ce mécanisme plus tard dans le diabète, stimuler les cellules bêta des îlots de Langerhans et produire cette fameuse hormone qui est l'insuline. L'insuline va agir à 3 niveaux. D'abord, elle va agir au niveau du foie. Donc, comment elle va faire? Eh bien, elle va entraîner au niveau du foie le blocage de toutes les voies métaboliques qui vont entraîner la synthèse de glucose. Ainsi, la plupart des cellules de l'organisme, il va y avoir une augmentation de l'absorption de ce glucose. Ainsi, au niveau du foie, il va y avoir une transformation de ce glucose en réserve glycogénique. Il va y avoir une diminution de la glycogénolyse et il va y avoir une diminution de la néoglucogénèse. Autrement dit, toutes les voies qui produisent du glucose vont être bloquées. L'insuline est donc une hormone qui diminue la glycémie. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des acides gras? Autrement dit, un des substituts de la dégradation des lipides. Eh bien, le tissu adipeux va permettre de lier ces acides gras au glycérol et va l'incorporer en tant que triglycéride à l'intérieur du tissu adipeux. Le résultat, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la lipogénèse, donc production de lipides, et diminution à l'inverse de la dégradation des lipides, diminution de la lipolyse. Et enfin, au niveau du muscle, les acides aminés vont être donc mis à contribution au niveau de toutes les cellules et en particulier des muscles, une augmentation de l'absorption des acides aminés et une augmentation qui permet une augmentation de la synthèse des protéines. Finalement, tout en bas de cette planche, vous avez le résultat physiologique, c'est la diminution de la glycémie, c'est la diminution des acides gras et c'est la diminution des acides aminés. Finalement, c'est le résultat de l'activité de l'insuline en période postprandiale. Enfin, régulation de la glycémie à jeun. Dans les périodes dites interdigestives, le matin après le petit déjeuner, l'après-midi après le manger et durant la nuit. Diminution de la glycémie est ressentie par le pancréas. Ainsi, cette diminution de la glycémie va exciter une autre catégorie
tissu, les cellules alpha des îlots de Langerhans, et qui vont produire du glucagon. Le glucagon va agir principalement au niveau de deux organes. D'une part, le foie. Ainsi, au niveau du foie, il va y avoir une augmentation de la glucogénolyse, puisque la glycémie est diminuée, production de glucose à partir de la réserve glycogénique et diminution de la glyconéogénèse. Autrement dit, il n'y a plus besoin pour le corps d'un excès de production de cette voie métabolique. À côté de cela, le glucose étant diminué, il va y avoir appel vers les substituts des lipides, c'est-à-dire glycérol et acide gras, et ainsi il va y avoir une augmentation de la lipolyse et une diminution de la lipogénèse pour pallier cette diminution de la glycémie. Le résultat physiologique à jeun, lorsqu'on est à jeun, et qui est dû à l'action du glucagon, c'est d'une part l'augmentation de la glycémie, une tendance donc à stabiliser l'hypoglycémie après la période de jeûne, et également l'augmentation des acides gras. Très bien, je pense qu'on a terminé. Non, ça y est, c'est bon.